C'est parti, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre chronique hebdomadaire où nous explorons la Terre et ses mystères, donc tous les mardis de 18h30 à 19h et en replay le jeudi de 18h30 à 19h sur Radio Média Sud Toulon. Merci Jean-Marc d'être avec nous aujourd'hui, c'est le deuxième épisode, donc Jean-Marc Sabatier, directeur de recherche au CNRS est avec nous aujourd'hui. Comment allez-vous Jean-Marc ? Très bien, merci. Très bien, prêt pour le deuxième épisode ? Oui, pas de problème. Alors aujourd'hui, donc, je suis avec Miss BZH, Mills et Luc, que tu connais personnellement, puisque tu les as vus lors du premier épisode. On va approfondir un peu les sujets. Donc on parlait principalement d'ARN messager et d'électromagnétisme lors de notre première émission. On va commencer par les questions, on va rentrer dans le vif du sujet, on perd pas de temps. On n'a qu'une petite demi-heure pour parler à nos auditeurs, donc on en profite. Miss, c'est à toi, vas-y, c'est parti. Bonjour Jean-Marc, merci d'être encore une fois avec nous aujourd'hui. Et donc je vais commencer par la question suivante. Il y a eu récemment des signalements inquiétants dans certains cheptels, des anomalies comportementales ou physiologiques. Est-ce qu'on peut scientifiquement établir un lien entre les injections ARN-M testées ou administrées aux animaux et est-ce que ces effets ont été observés? Alors, moi personnellement, je pense que c'est plus dû aux ondes électromagnétiques. Voilà, parce que actuellement, je veux dire, il y a peu d'injections ARN messager. Hein. Elles se font surtout en Amérique, là où il y a effectivement donc des injections ARN messager, notamment auto-amplifiants, sur les porcs, sur les volailles, sur les canards, sur les ovins et les bovins. Mais enfin, je pense que c'est plutôt dû aux ondes électromagnétiques. Enfin, dans tous les cas, les deux sont délétères. Mais là, je pense plutôt à des ondes électromagnétiques, puisqu'on sait que les ondes entre 300 MHz, enfin, les fréquences entre 300 MHz et 300 GHz, ce sont très délétères. Voilà. Et notamment, justement, avec les antennes relais, les éoliennes, on est à 2,45 GHz. Qui est justement une fréquence très très dangereuse justement pour les animaux, pour la flore, pour les humains aussi, hein, bien sûr. Est-ce qu'il y a des appareils qui amplifient ces fréquences, Jean-Marc ? Probablement, hein, oui. Bon, j'en ai pas de connaissances particulières, mais il y a certainement, oui, des amplifications possibles, oui. Déjà, il y a la Wi-Fi aussi, hein, qui utilise la fréquence de 2,45 GHz. D'accord. Ce qui est dangereux, en fait, c'est la puissance. C'est-à-dire que la fréquence est délétère, mais après, il y a la puissance qui va être très importante, hein, parce que c'est elle qui va déterminer, en fait, les effets délétères. L'amplification. L'exposition aussi, c'est important. Ouais, l'amplification du signal. Ça va dépendre aussi de l'espèce animale. D'accord. Pardon ? C'est l'amplification du signal. Luc pourra bien en parler juste après. Il y est confronté et ça fait peur, ça fait froid dans le dos. Oui. Et d'ailleurs, chaque année, ils ont des antennes. Et donc, c'est dangereux, hein, parce que c'est une question de puissance. Hein. Très intéressant. On va peut-être l'aborder avec Miss sur la 10G, la fameuse 10G là, qui va sortir en Chine. On va y venir juste après. Hein. Merci pour cette première réponse, Jean-Marc. Miss, c'est à toi, vas-y. Pour la deuxième question. Électromagnétiques ou d'autres phénomènes plus subtils? C'est-à-dire que le graphène, en fait, c'est du carbone pur. Hein. Donc ça, c'est pour les auditeurs. Hein. Ouais. C'est du carbone en nid d'abeille. Et il y a un électron qui est en dehors donc du cycle, et donc c'est ce qui confère en fait des propriétés quantiques au graphène. Alors le graphène est fortement conducteur. Maintenant, le graphène, il peut être modifié. Notamment, il peut être oxydé. Et à ce moment-là, quand il est oxydé, il peut être isolant ou bien alors faiblement conducteur. Alors, il peut être oxydé de plusieurs manières. Par exemple, si vous traitez du graphène avec de l'acide sulfurique ou de l'acide nitrique, à ce moment-là, vous pouvez l'oxyder. Alors, il y a plusieurs formes d'oxydation en fait du graphène. Hein. Il peut y avoir une fixation de groupement hydroxyle, OH, de groupement aussi carbonyle, donc CO. Ça peut être aussi une fixation donc de groupement carbonyle. Hein.
carboxylique, COOH, et puis il y a les hydroxyles aussi, hein. Et puis il y a les époxys. Époxy, c'est les O. Donc il y a 4 formes possibles donc d'oxydation du graphène, qui va faire que le graphène va être plus ou moins conducteur. Mais il y a aussi une possibilité de réduire le graphène oxydé, hein. Donc l'oxyde de graphène peut être réduit, par exemple avec l'acide ascorbique. La vitamine C permet justement de le réduire. Et quand on le réduit, de nouveau, il redevient conducteur. Voilà. Alors, ce graphène, justement, parce qu'il peut être fonctionnalisé de différentes manières, il peut être très utile pour beaucoup de choses. Notamment, il peut être utilisé comme biocapteur, comme biodétecteur, il peut capter de l'énergie, il peut stocker de l'énergie, donc il peut être utilisé un peu comme une batterie, pour stocker de l'énergie. Donc il y a des tas de possibilités. Et notamment, il y a actuellement des chercheurs qui essaient de développer des vaccins ARN messagers à pointe quantique de graphène. Donc ça, c'est assez étonnant, c'est-à-dire qu'ils partent de l'acide citrique, ils font une pyrolyse sur l'acide citrique pour obtenir un dérivé qui est à la fois chargé positivement et chargé négativement. Et à partir de là, donc, ils font une carbonisation et on obtient du graphène. Et à partir de ce graphène, on peut utiliser différents types de réactifs chimiques pour le fonctionnaliser. Et notamment, pour faire ces vaccins ARN messagers à pointe quantique de graphène, on utilise du polyéthylénimine, qui est une substance qui permet d'apporter des tas de charges positives sur le graphène. Donc ça va être un graphène en fait polycationique qui va être capable de piéger en fait les ARN messagers qui eux sont des polyanions, puisque en fait un ARN messager c'est un polymère de nucléotides et chaque nucléotide est constitué d'une base, justement du ribose et puis également d'un phosphate qui apporte une charge négative. Et donc il se forme des ponts salins entre le phosphate du nucléotide justement et la charge positive portée par l'oxyde de graphène fonctionnalisé avec le polyéthylénimine, et donc ça permet de vectoriser justement ces ARN messagers dans les cellules. Jean-Marc, excuse-moi de t'interrompre, Jean-Marc. Est-ce que tu peux rappeler brièvement à nos auditeurs pourquoi cette relation entre le graphène et l'ARN messager lors de la vaccination, par exemple, on va se dire les choses. Hein. Oui, alors je ne décrit pas la présence d'oxyde de graphène. Mais par contre, il y a un certain nombre de laboratoires dans différents pays qui ont étudié donc le contenu des fioles vaccinales entre guillemets des vaccins ARN messagers et qui détectent la présence d'oxyde de graphène. Donc ça, c'est problématique. Mais disons que c'est vrai. Est-ce que toi, tu l'as constaté dans tes études, Jean-Marc, cette présence d'oxyde de graphène, ou des collègues? Est-ce que tu as des collègues qui l'ont étudié ce contenu? Est-ce que tu as des collègues à toi? Non, d'accord. Pour les vaccins ARN messagers à point quantique de graphène, ce qui est inquiétant, c'est qu'ils peuvent être justement activés à souhait, hein, s'ils sont bien modifiés. Ils peuvent être activés soit par la lumière, hein, donc l'énergie lumineuse, l'énergie photonique, mais ils peuvent être aussi activés par des ultrasons, voire par des champs magnétiques. Ah, intéressant. Donc, on peut agir à distance, en fait. Oui, pour activer plus ou moins ce type de composé. Mais il y a une multitude d'applications hein, du graphène et des dérivés du graphène, notamment l'oxyde de graphène, parce qu'il peut être plus ou moins conducteur. Voilà, il a des propriétés thermiques. Enfin bon, il est très solide, il est très très résistant. Hein. Est-ce qu'on pourrait activer, avant que je passe la main à Luc pour sa question, est-ce qu'on pourrait activer une personne à distance par l'ingestion de graphène en fait dans le corps humain? D'accord. Il y a de l'oxyde de graphène dans le corps humain, donc il y a du graphène. On parle d'oxyde de graphène, mais ce qui se passe, c'est que vous savez sur le graphène dans le corps humain, si on soumet un organisme, par exemple, à une fréquence entre 57 et 64 GHz, donc avec une bonne puissance, les ondes électromagnétiques qui vont être produites sont captées par le dioxygène
hein, puisqu'il y a une transition rotationnelle donc à des fréquences voisines de 60 GHz et qui fait en fait qu'il y a une précipitation du dioxygène sur le graphène. Et à ce moment-là, ça met le corps potentiellement en hypoxie, hein, c'est-à-dire en manque d'oxygène. Et ça sera évidemment très délétère pour l'organisme, hein, puisque quand il y a une hypoxie, il y a un manque d'oxygène justement pour alimenter les tissus et les organes de l'organisme. À ce moment-là, évidemment, ça peut être mortel. Donc il y a quand même des dangers, avec ces ondes électromagnétiques suivant la fréquence d'émission. Hein. Donc le problème, Jean-Marc, c'est que les gens voient pas ces ondes électromagnétiques et qu'on se dit que tout va bien, mais tout peut aller très mal, sans le savoir. Vous savez, vous prenez par exemple un morceau de viande, hein, j'avais déjà dit à la première émission, quand on prend un morceau de viande qu'on met dans un micro-ondes et qu'on le met à pleine puissance, on voit ce qui arrive au morceau de viande. Hein. Donc on imagine bien ce que ça peut faire sur le corps humain. C'est qu'une question de puissance et puis de fréquence. Hein. Donc les ondes ne se voient pas, mais elles sont présentes, ça c'est clair. Je vais passer... C'est un peu comme la radioactivité. Hein. Exactement. La radioactivité, on comprend bien que ça se voit pas, mais bon, c'est mortel. Hein. C'est mortel. Donc il faut bien que les auditeurs comprennent... La durée d'exposition. Oui, il faut bien que les auditeurs comprennent que le monde invisible existe. On n'est pas dans un film de science-fiction. Voilà. Donc merci pour cette réponse, Jean-Marc. Je passe la main à Luc qui a des questions à te poser. Lui est confronté au problème depuis des années maintenant. Il se bat de son côté en tant que professionnel de l'agriculture. Luc, c'est à toi. Pose ta question ou tes questions comme tu veux. Sur les animaux dans le milieu de l'élevage agricole ou alors sur l'humain par rapport aux ondes électromagnétiques. Les opérateurs de téléphonie mobile ou alors les promoteurs de parcs éoliens ou Enedis, RTE, pour économiser de l'argent, ne mettent pas des câbles de liaison électrique entre les infrastructures forcément aux normes. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? On sait qu'il y a la norme NFC 1500, mais par rapport aux normes des câbles, aux normes de ceci, de cela, qu'est-ce que vous pensez de ça par rapport à ça? Moi, les normes qui sont utilisées pour les câbles, j'en sais rien. Hein. C'est-à-dire que moi, ma spécialité, c'est la biologie cellulaire et la microbiologie. Hein. Donc, je suis pas physicien, donc moi, j'ai pas étudié en fait les dangers qui sont liés à ces câbles. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des dangers justement avec ces antennes et puis surtout avec les éoliennes, hein, et notamment les terres rares. Les terres rares qui sont utilisées dans les éoliennes qui peuvent être extrêmement délétères. Parce que les terres rares, il y en a 17 de connus, il y a 15 anthanides, et notamment il y a le néodyme qui est le plus utilisé. Et il est important parce que il peut former avec le fer et le bore des aimants permanents. Et notamment, souvent, on rajoute le praséodyme aussi, qui est un des 15 lanthanides, et qui, lui, est important parce que il confère une certaine résistance à la chaleur à l'aimant. Voilà. Et on sait que, justement, ces terres rares, quand justement les éoliennes sont en fonction, ces terres rares peuvent partir sous forme de poussière et donc contaminer en fait la flore, les animaux et même les humains. Hein. Chez les humains, ça peut provoquer des inflammations pulmonaires. Et puis chez les animaux, on sait que ça peut provoquer des atteintes au système nerveux central, des atteintes aussi au niveau du système digestif et au niveau du système reproducteur. Hein. Donc on sait que ça peut être très dangereux. Alors, ce sont pas toutes les éoliennes qui ont nécessairement des terres rares aussi, qui peuvent être vaporisées sous forme de poussière, parce que en fait il y a des éoliennes qui sont à boîte de vitesse et certaines éoliennes à boîte de vitesse n'utilisent pas de terres rares. Alors dans les antennes aussi il y a des terres rares, mais normalement elles sont pas censées être sortir en fait des antennes. Hein. Normalement elles sont protégées, elles sont en vase clos. Normalement. Merci pour cette réponse, Jean-Marc. On va redonner la main à Miss BZH. Delphine, vas-y, c'est à toi. Hein. Posez vos questions, on est là pour ça.
Je vais revenir sur des questions un petit peu fondamentales, si je puis dire. Donc, qu'est-ce qu'une onde électromagnétique, pour que les auditeurs comprennent bien de quoi on parle? Très bonne question. Là, vous êtes toujours dans les ondes, vous focalisez sur les ondes. Disons que moi, je pensais qu'on allait parler des vaccins ARN messagers. Les ondes électromagnétiques, donc elles vont être générées à certaines fréquences, avec le mouvement des électrons. Et ces ondes électromagnétiques, de toute façon, vont être délétères, mais ça va dépendre de la fréquence. Comme j'ai dit, c'est entre 300 MHz, 300 GHz que ça va être très délétère chez l'homme, et également chez les animaux, ça va être pareil. Et les fréquences, en fait, qui sont particulièrement délétères, c'est celles qui sont très basses, inférieures à 100 Hz, et même inférieures à 30 Hz. Généralement, c'est entre 4 et 20 Hz qu'elles sont les plus méchantes, parce que là, elles vont affecter, disons, les organes de façon puissante, justement parce qu'on est dans les résonances, en fait, des organes. Donc la résonance d'un organe, en fait, ça va être la fréquence où l'organe va être le plus réactif. C'est-à-dire qu'il va être très sensible, particulièrement, il va vibrer donc à cette fréquence de résonance, et ça va avoir des effets très délétères sur les organes. Voilà, donc de toute façon, ces fréquences sont très délétères et il faut les éviter au maximum. Notamment, il faut être exposé à des fréquences au moins qui sont pas puissantes, parce que là, on peut tuer quelqu'un avec à certaines fréquences. Par exemple, si vous mettez sur une antenne une forte puissance, une antenne qui utilise une fréquence à 2,45 GHz, si vous mettez une très forte puissance, vous pouvez tuer tout le monde dans un rayon de 300 mètres, pour une antenne 5G. Et Jean-Marc, sur l'ARN messager, je vais dans la continuité de la question de Delphine. Là, on voit bien l'incidence de l'électromagnétisme sur l'ARN messager lié au graphène, etc., etc. Est-ce que ça peut reconfigurer un être humain, un être vivant, l'ARN messager? Rentrons dans le sujet, rentrons dans le débat de l'ARN. Dans ces vaccins ARN messagers, on injecte un ARN messager avec des nanoparticules lipidiques qui vont permettre de le protéger de la dégradation par des enzymes qui sont des RNases, et ça va permettre également de limiter sa stimulation de l'immunité innée, parce qu'un ARN messager est hyper inflammatoire, et puis ça va permettre bien sûr de vectoriser aussi l'ARN messager à l'intérieur des cellules, où il pourra être traduit en protéine spike ou en tout autre antigène. Alors ce qu'on maîtrise pas dans cet ARN messager, déjà, ça va être la quantité d'antigène qui va être finalement produite. Parce que si on injecte 2 personnes avec par exemple 30 microgrammes d'ARN messager, ce qui est le cas d'une injection adulte du vaccin Comirnaty, les 2 personnes ne vont pas produire la même quantité d'ARN messager. Ça va être très variable suivant les individus. Alors tu parlais de protéines, excuse-moi Jean-Marc, tu parlais de protéines spike. Oui. La liaison avec l'ARN messager pour nos auditeurs, c'est quoi? Brièvement. Là, je parle de protéines spike parce que je parle en fait des vaccins ARN messagers anti-Covid qui ont été utilisés en France là depuis 2019. Enfin, en fait, qui ont été pour la pandémie de 2019, mais qui ont été utilisés à partir de début 2021. En fait, voilà, c'est essentiellement le Comirnaty de Pfizer-BioNTech et le Spikevax de Moderna. Ce sont les deux vaccins entre guillemets ARN messagers qui ont été largement utilisés en fait pour la vaccination de masse en France et partout d'ailleurs dans le monde. Et ceux-là donc sont très délétères parce que déjà on ne sait pas quelle est la quantité réelle de protéines spike qui va être produite. Alors c'est une protéine spike qui est légèrement modifiée, puisque ces ARN messagers vaccinaux ont été légèrement modifiés pour incorporer en position 986-987 des résidus de proline qui n'existent pas dans la protéine spike du virus SARS-CoV-2. Donc il y a eu une modification qui a été faite en fait pour que la protéine spike ait une conformation préfusionnelle, c'est-à-dire pour qu'elle soit plus visible du système immunitaire, pour qu'il puisse fabriquer des anticorps neutralisants dirigés contre la région qui reconnaît le récepteur cellulaire, qui est le récepteur ESA2, qui est l'enzyme de conversion d'angiotensine 2. Donc on ne sait pas en fait quelle est la quantité d'ARN messager qui va être réellement produite, qui va être variable dans les individus. Après, on ne sait pas où vont aller ces ARN messagers.
ni où vont aller en fait les protéines spike produites. On sait qu'elles vont circuler dans le sang. Mais ces ARN messagers, on ne connaît pas leur devenir. On ne sait pas, ils peuvent être captés par n'importe quel type cellulaire. Ça erre dans le corps de manière indéfinie, c'est ce que tu veux dire, Jean-Marc. Ah oui, oui, c'est-à-dire qu'ils vont être injectés. Donc, ils sont injectés dans le muscle deltoïde, mais en fait, ils vont circuler partout dans l'organisme via la circulation sanguine, donc ils vont être potentiellement captés par tous les types cellulaires. Et puis, il y a un autre problème, c'est il semblerait vraiment qu'il puisse y avoir une rétrotranscription, c'est-à-dire une copie de l'ARN messager vaccinal en ADN, et qu'il puisse y avoir une intégration de l'ADN double brin, en fait, dans le génome humain. D'accord, donc une intégration dans le corps humain, c'est ça? Ah oui. Okay. Et donc là, évidemment, c'est plus problématique. Alors, ça ne veut pas dire nécessairement que ça va être très dangereux, parce que notre génome contient énormément de parties qui proviennent en fait de microbes, notamment de rétrovirus. Donc ça, on le sait. Bien sûr. Je crois que Mills, je voulais te poser une question. Vas-y, Mills, c'est à toi. Prochaine question. Volontiers. Volontiers, avec plaisir. Avec nous. C'est un régal. J'ai oublié c'est un vrai régal. Je voudrais aussi remercier, j'ai oublié de le faire, c'est vachement important. Je voudrais remercier aussi nos auditeurs. On me dit à l'oreillette qui sont de plus en plus nombreux. Merci à vous d'être à l'écoute et de nous suivre. Transmettez le message. Ma question sera celle-ci. Oui. Juste peut-être avant que Luc commente, ce qui est important, c'est que ces vaccins ARN messagers Comirnaty et Spikevax, ils ont un nucléotide qui a été modifié. Il y a l'uridine, en fait, qui a été remplacée par la méthyl-1 pseudo-uridine. Et ça, c'est problématique parce qu'on a vu que ça induisait une immunodéficience. Donc, en fait, un sida, c'est-à-dire une immunodéficience induite ou acquise, mais qui n'est pas en fait reliée au virus de l'immunodéficience humaine, le virus VIH, mais qui est directement en fait dû au dérèglement du système. C'est quel vaccin, Jean-Marc, ça? Quel vaccin? C'est le Comirnaty et le Spikevax, c'est les deux vaccins ARN messagers de Pfizer-BioNTech et de Moderna. D'accord, d'où certaines pathologies qui apparaissent, effectivement, c'est un bon rapport. On comprend mieux là, on comprend mieux de suite. Ça s'appelle V8, c'est en fait une immunodéficience qui va être induite par la vaccination. D'accord, ok, bon, on comprend un petit peu mieux. Enfin, moi de mon côté, je comprends mieux. Vas-y, Mills. Merci, Jean-Marc. Alors, si c'est possible, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, je sais, si c'est possible d'expliquer à nos auditeurs ce que sont les récepteurs ACE2 et selon vos observations, donc l'activation prolongée de ces récepteurs par la protéine Spike est-elle l'une des clés pour comprendre certains effets secondaires graves des vaccins ARNM? Oui, alors en fait, ce qui se passe, c'est que la protéine Spike vaccinale ou du virus SARS-CoV-2 reconnaît un récepteur qui est présent à la surface de tous nos types cellulaires, que ce soit des cellules immunitaires, des cellules nerveuses, des cellules épithéliales, des cellules endothéliales, enfin bon. Et ce récepteur ECA2, qui est l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2, c'est un récepteur qui normalement transforme une hormone, qui est l'angiotensine 2, en une autre hormone qui est l'angiotensine 1,7. Ou bien alors, ce récepteur peut aussi transformer l'angiotensine 1 en angiotensine 1,9. Et ce qui se passe, c'est que justement, comme la protéine Spike se fixe sur ce récepteur, elle gêne la dégradation de l'angiotensine 2 qui se retrouve en excès et qui suractive le récepteur AT1R qui est le fameux récepteur très délétère. Alors, ce récepteur ECA2, il fait partie d'un complexe d'enzymes et d'hormones et le tout s'appelle le système rénine-angiotensine. C'est-à-dire que le récepteur ECA2 qui fixe la protéine Spike fait partie d'un vaste ensemble qui s'appelle le système rénine-angiotensine et qui normalement est impliqué justement dans les fonctions autonomes rénales, pulmonaires, cardiovasculaires. Il pilote également l'immunité innée et donc aussi l'immunité adaptative, c'est-à-dire en fait il pilote toute l'immunité et il pilote aussi tous les microbiotes. Donc le microbiote intestinal, le deuxième cerveau, le vaginal, buccal, le cutané, nasopharyngé, pulmonaire. On parlera du microbiote aussi avec un invité qui devrait arriver bientôt dans l'émission. Ça peut être intéressant, c'est une très très bonne information que tu nous donnes, Jean-Marc. Le récepteur ECA2, ce qui est très important de savoir, c'est que en fait, il est porté par un chromosome sexuel. Le gène qui code pour le récepteur ECA2 est codé par un chromosome sexuel, chromosome X. C'est pour ça que
En fait, il y a des différences aussi entre les hommes et les femmes. C'est que le système rénine-angiotensin d'un homme ou d'une femme n'est pas identique parce qu'il y a au moins 2 gènes qui sont codés par le chromosome X. Il y a le gène qui code pour le récepteur ECA2 et il y a un autre gène qui code pour le récepteur AT2R. Et ce récepteur AT2R, il est ciblé par l'angiotensine 2. Cette fameuse hormone qui en excès se fixe aussi sur le récepteur AT1R. Donc AT1R est délétère, mais AT2R est bénéfique. Voilà. D'accord. Donc deux choses. Et chez les enfants, notamment, on voit qu'il y a beaucoup plus de récepteurs AT2R que de récepteurs AT1R, ce qui permet de comprendre aussi pourquoi les enfants sont beaucoup moins susceptibles de faire des formes sévères lors d'une infection, par exemple, par le virus SARS-CoV-2. Détail très important, merci Jean-Marc. Luc, une dernière question? C'est parti. Ouais, donc moi j'avais une question par rapport à toutes ces liaisons entre le vaccin, les ondes électromagnétiques, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas une volonté de dépopulation de la part de nos gouvernants? Merci. Mais c'est sûr que, bon, ça c'est une idée très complotiste qui a été émise très tôt. Mais le complot. Quand on regarde effectivement ce qui se passe, on peut bien penser qu'il y a une histoire de dépopulation derrière, parce qu'en tout cas, on s'aperçoit que toute l'histoire Covid, en fait, n'est pas sanitaire. De nos jours, on voit que c'est pas sanitaire. Alors pourquoi c'est pas sanitaire? Tout d'abord, parce que normalement, ces vaccins entre guillemets ARN messager ont été classifiés comme vaccins, alors que ce sont des thérapies géniques. Ça veut dire qu'il y a des tas de tests supplémentaires qui auraient normalement dû être faits justement avant que ce produit puisse être utilisé. Par ailleurs, on voit qu'il y a énormément d'effets délétères qui sont associés à ces injections vaccinales à ARN messager. Et normalement, on aurait dû tout stopper de longue date. Or, on continue. Non seulement on continue à promouvoir les injections vaccinales à ARN messager, mais on continue à les promouvoir en fait dans des populations qui devraient pas recevoir en fait ces injections. Par exemple chez les enfants, par exemple chez les femmes enceintes. Aussi, ce qui se passe, c'est qu'il y a une énorme censure justement sur les effets délétères des vaccins, ce qui est anormal. Normalement, tout aurait dû être arrêté. Donc, il y a une énorme censure et on voit qu'on veut remplacer tous les vaccins actuels, même ceux qui présentent pas de problème, par des vaccins ARN messagers. Donc ça, c'est aussi incompréhensible. D'autant plus qu'on favorise les vaccins ARN messagers auto-amplifiants, ce qui est encore moins compréhensible, puisque les vaccins ARN messagers auto-amplifiants sont les pires de tous, sont les plus dangereux. Et on voit parallèlement aussi qu'on interdit quelque part l'utilisation de molécules qui sont d'intérêt justement pour des pathologies délétères associées justement à l'utilisation des vaccins ARN messagers. Par exemple, on a interdit l'ivermectine justement. Donc l'ivermectine ne devait pas être utilisée pour traiter une infection au SARS-CoV-2 pour des pathologies Covid. On voit aussi que la vitamine D a été classée comme perturbateur endocrinien. On voit même que l'azithromycine, qui est un macrolide qui était d'intérêt parce que justement le SARS-CoV-2 peut infecter des bactéries donc sans paroi, gram négatives. Et donc il y a un intérêt lors d'une infection d'utiliser un macrolide comme l'azithromycine ou la clarithromycine justement pour éviter que le SARS-CoV-2 en fait se cache. Jean-Marc, ça va être bientôt la fin, je suis désolé de te couper en plein vol, on est tenu par le temps. On va reprendre une troisième émission, de toute façon on va rentrer un peu plus dans les détails au fur et à mesure des émissions. Merci infiniment à toi, tu nous as aidé à mieux comprendre les concepts qui paraissent complexes pour certains, mais qui sont au cœur du monde moderne, puisqu'on on a vécu cette fameuse vague de vaccination il y a quelques années. C'est bien de lever le voile là-dessus. On espère te revoir très bientôt, Jean-Marc, pour approfondir le sujet qui est aussi vaste que préoccupant. Enfin, moi, en ce qui me concerne, ça me préoccupe et mon équipe aussi. Merci, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. N'oubliez surtout pas, la Terre ne cesse de nous surprendre et ce n'est que le début, les amis. Restez curieux, ouvrez l'œil. Les mystères sont partout. La vérité n'est pas forcément ailleurs. Elle est sans aucun doute sous vos yeux. Merci encore pour votre fidélité et passez le message pour que la vérité soit désormais à la portée de tous. Le monde doit changer et maintenant. C'est pas Frère Talk qui vous le dit ni mon équipe, c'est que ça doit le faire maintenant. On n'a plus le temps, les amis. Vous êtes les acteurs de ce changement et nous aussi. À la semaine prochaine sur Radio Média Sud Toulon, Le replay de cette émission sera diffusé le jeudi de 18h30 à 19h et en podcast sur YouTube. Et retrouvez-nous sur TikTok, Frère Talk Radio et son équipe tous les dimanches et mercredis dès 21h.
et le mardi dans le Before Radio de 17h30 à 18h30. Merci à tous, soyez heureux et surtout vigilants. La vérité peut frapper à tout moment à votre porte. Ça peut faire toc-toc à tout moment. Merci. Merci Jean-Marc, merci l'équipe. À très vite, à tous les mardis, 18h30, 19h. Radio Média Sud Toulon. À très vite, merci. Au revoir. Merci. Allez.